j'espère que nous avons fait certaines choses différemment des autres sociétés. Nous avons fonctionné sur un modèle différent. Et j'espère deux choses à ce sujet. J'espère, premièrement, que les gens réalisent que ce modèle fonctionne et pourquoi il fonctionne. Parce que c'est le cas, cela entre en conflit avec certaines théories de gestion au fil des ans. Et deuxièmement, l'important, c'est que ça dure bien au-delà de moi. J'étais chez Walmart il y a 6 mois et j'ai parlé à leur groupe de direction. J'ai passé un très bon moment. Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est que j'ai voté pour Walmart comme l'entreprise la plus admirée du pays l'année dernière. C'est là que mon vote est allé. C'était stupéfiant ce que Sam Walton a construit en commençant à Bentonville, Arkansas, avec une camionnette, en affrontant JCPenney, Kmart, Sears et tous ces géants. Sans argent, sans biens immobiliers, sans avantages avec les fournisseurs, sans liste de cartes de crédit, rien. Il les a simplement affrontés, et bien sûr, il les a surpassés. Mais ce qui est vraiment impressionnant à propos de Walmart, c'est que Sam est décédé il y a environ 11 ans et que son élan n'a pas été perdu. Ce qu'il a inculqué à cette entreprise, personne d'autre n'aurait pu le construire comme Sam, à part David Glass d'abord, et Lee Scott ensuite en tant que PDG. Depuis, ils ont fait tourner cette entreprise à plein régime, en maintenant sa culture particulière. Et c'est vraiment ce que j'espère pour Berkshire. J'ai essayé de réfléchir aux moyens d'y parvenir. Mais le véritable test sera si, 10 ou 20 ans après ma mort, la culture particulière qui, à mon avis, fait partie de Berkshire est non seulement aussi forte que jamais, mais encore plus forte. À Berkshire, en 38 ans, nous avons eu toutes sortes de PDG dirigeant toutes sortes d'entreprises, 3 ou 4 d'entre eux à Omaha. Nous n'avons jamais vu un seul PDG nous quitter, point final. Je ne pense pas qu'il existe un endroit comme celui-là dans le pays. Nous n'avons jamais émis d'option d'achat d'actions. Vous lisez dans les journaux que vous devez avoir des stock options pour attirer des personnes de qualité, ce genre de choses. Nous n'en avons jamais eu. Et au final, je ne sais pas de combien de dizaines de managers on parle, mais personne n'est jamais parti pour un autre poste. Certains d'entre eux se sont vus offrir bien plus d'argent. Par exemple, Ajit Jain, qui dirige notre opération de réassurance, aurait probablement pu multiplier ses revenus par 10. Décuple. Il gagne déjà plusieurs millions, mais 10 fois plus. Mais il ne veut pas partir. Et c'est la culture que j'espère que nous pourrons maintenir. C'est ce que j'aimerais vraiment être. Si j'ai fait quelque chose pour y contribuer, et que cela continue après ma mort, ce serait génial. Bien sûr, j'ai l'intention de continuer à diriger Berkshire après ma mort. Vous devez comprendre cela. J'ai donné des planches Ouija à tous les managers. Vous savez, j'ai ces pièces sombres dans lesquelles nous allons entrer, et je serai là. Miss B, du département textile, a travaillé jusqu'à 103 ans à Berkshire, et elle est en quelque sorte notre exemple. Et puis elle a arrêté de travailler et elle est décédée l'année suivante. Donc, c'est très dangereux d'arrêter aussitôt. Ouais, suis-je censé appeler ces gens? D'accord, bien. Sur les finances personnelles, comment les gérez-vous? Comment déterminez-vous où vous faites vos dons? Nous avons une fondation Buffett. Finalement, elle aura tout. Tout ce que j'ai fait retournera à la société. L'Amérique l'a fait pour moi, et c'est là que cela devrait aller. J'ai une lettre d'environ 8 pages que les administrateurs ont déjà vue. Elle explique qu'il y a très peu d'administrateurs. Je ne crois pas aux grands groupes de personnes qui prennent des décisions. Cela finit par descendre au plus petit dénominateur commun. Il n'y a donc que 5 ou 6 administrateurs. Assez intéressant, pas seulement par accident, mais j'ai choisi les personnes en qui j'ai le plus confiance, à la fois pour leur intelligence et leur intégrité, pour diriger la fondation. Une fois que je connaîtrai les personnes dont je me sens le plus sûr, une majorité significative sera des femmes. Ce sera une fondation dirigée par des femmes, et probablement la plus grande fondation au monde à l'époque, mais avec un très petit nombre d'administrateurs. Dans ma lettre, je leur ai dit que je ne vais pas leur donner d'instructions précises sur ce qu'il faut faire avec l'argent. Je leur dis que leur jugement en surface sera meilleur que mon jugement à 6 pieds sous terre. Donc, à la fin, je veux qu'ils fassent 2 ou 3 choses. Je veux qu'ils s'attaquent à de grandes causes importantes. Je ne veux pas qu'ils donnent $1 million ici, $1 million là, et ainsi de suite. Je ne veux pas faire les choses avec une pipette. Je veux qu'ils fassent de très gros changements,
puis je veux qu'ils mesurent ce qu'ils font en fonction de l'importance de ce qu'ils font par rapport au groupe de financement naturel pour cela. Dans le domaine de la santé, par exemple, l'Institut national de la santé dépense des milliards et des milliards de dollars. Il y a déjà un énorme bassin de financement pour la recherche médicale. Ce serait fou, à mon avis, que la Fondation Buffett s'engage dans la recherche médicale. Ce n'est pas que les sujets ne sont pas importants, mais il existe déjà un énorme bassin de financement pour cela. Ce serait fou d'investir de l'argent dans Harvard ou quelque chose du genre. Ce n'est pas que ce n'est pas un bon établissement d'enseignement, mais il y a déjà tellement de gens qui donnent de l'argent à Harvard, avec une riche base d'anciens élèves et tout ce qui va avec. Je veux donc une combinaison d'un programme terriblement important et de l'absence d'un bassin de financement naturel. Eh bien, où trouves-tu ça? Cela se produit dans une certaine mesure avec des causes impopulaires. Rockefeller ressentait un peu la même chose. C'est intéressant. Il fut le premier grand mécène de toutes sortes d'universités noires aux États-Unis. Si vous y réfléchissez bien, les collèges noirs n'avaient aucun groupe de financement naturel. Leurs anciens élèves n'avaient pas d'argent, en gros. Si vous remontez 75 ou 100 ans en arrière, il n'y avait pas d'argent qui arrivait. Les gens ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas bâti de grandes entreprises pour ensuite laisser des dizaines ou des centaines de millions de dollars à l'institution. Et donc Rockefeller est intervenu et a financé un groupe d'universités noires de manière très significative. J'admire énormément ce genre de décision. Sinon, rien ne se serait passé. Et c'est ce que j'espère que les administrateurs de la Fondation Buffett feront. J'étais avec Bill Gates la semaine dernière et je considère sa fondation, lui et Melinda ensemble, comme la grande fondation la plus logique au monde. Ils donnent environ 1 milliard de dollars par an. Bill et Melinda se sont demandé « Comment pouvons-nous sauver le plus de vies par dollar dépensé dans le monde ?» Et ils ont décidé que dans certains domaines médicaux majeurs, ce qui se faisait à l'étranger dans de nombreux pays était négligeable en termes de choses qui étaient facilement évitables par des vaccins ou diverses autres interventions. Ils ont décidé qu'ils pourraient sauver un grand nombre de vies pour chaque milliard de dollars dépensés, mais ils le dépenseraient dans des pays comme l'Inde et l'Afrique, où ils n'obtiendraient aucun crédit aux États-Unis. Pas de bâtiment avec leur nom, rien du tout. Mais c'était leur métrique, et c'est la seule mesure de Bill. Il ne veut pas parler de coller son nom sur quelque chose pour 50 millions. Cela ne l'intéresse pas du tout. Il est totalement rationnel, et il s'y investit. Il s'est formé sur la médecine, particulièrement en dehors des États-Unis, d'une manière que je n'ai jamais vue chez personne. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le 2 mai, sur la radio publique, il y aura une émission où Bill Gates est interviewé par Bill Moyers. Bill explique sa pensée philanthropique. J'y étais, ça a été enregistré à l'Université de Columbia, et vous pouvez même me voir dans le public, assis un peu à côté de lui. Ce sera un excellent programme. Cela a duré environ 1 heure et 20 minutes et ça va être réduit à 56 ou 58 minutes. Mais vous entendrez un argument aussi convaincant pour une philanthropie rationnelle que vous n'en entendrez jamais dans votre vie. C'est intéressant que ce programme soit né parce qu'il y a environ 2 ans, j'ai posé à Bill une question lors d'un groupe que je réunis, quelque chose qui ressemble à ce que vous lui avez demandé. Je lui ai demandé de parler de l'évolution de sa pensée philanthropique. Nous étions un groupe d'environ 60 personnes et il nous a parlé. C'était une conversation fabuleuse. Je lui ai dit « Vous devez rendre cela public d'une manière ou d'une autre. » Donc, ce programme avec Bill Moyers est né de cette conversation. Si je meurs ce soir, toutes mes actions Berkshire, qui représentent 99% de ma valeur nette, iront à ma femme. Si elle meurt avant moi, tout ira à la Fondation Buffett, qui sera alors active à très grande échelle. Ce sont les lignes directrices. Qui sait quels seront ses problèmes à l'avenir? Cela aurait pu être les droits civiques au début des années 60. Les organisations de défense des droits civiques n'étaient financées par personne. L'argent n'était pas le problème principal, mais c'était un problème dans le domaine des droits civiques. Il n'y avait pas de groupe de financement naturel pour cela. C'était une question importante, très importante, mais impopulaire à bien des égards. Il me semble que c'est là que l'argent devrait aller, surtout si vous en avez à grande échelle et que vous pouvez vraiment faire quelque chose.
Cela dépend de quand je mourrai, mais dans 10 ou 15 ans, la fondation pourrait vraiment avoir beaucoup d'argent et elle pourrait faire des choses que personne d'autre ne pourrait tenter. Et ce ne sera pas ce que les gens veulent qu'ils fassent. Si c'était ce que les gens voulaient qu'ils fassent, cela serait déjà fait. Le contraste entre les affaires et la philanthropie est intéressant. En affaires, je swing sur des terrains faciles. Je me tiens là devant le marbre, et si j'aime les lancer à 1 pouce au-dessus de mon nombril, en plein centre du marbre, je peux attendre et attendre, car il n'y a pas de frappe annoncée. Tant que cette batte est sur mon épaule, personne ne crie à la grève. Si le lanceur me lance General Motors à 82 ou Microsoft à 25 et que je ne swing pas, ce n'est pas un strike. Ce n'est pas non plus un coup sûr, mais ce n'est pas une grève. Ce n'est que lorsque je me balance que c'est une grève. J'attends donc des pitchs faciles. J'attends des choses que je comprends, qui sont exactement dans mon sweet spot. La philanthropie, c'est tout le contraire. Vous examinez les problèmes les plus difficiles auxquels le monde est confronté, et ils sont intraitables, dans une certaine mesure. Ce sont des problèmes très difficiles. Ils ont résisté à l'utilisation de l'argent au fil des années, et c'est ce qui fait d'eux des problèmes difficiles. Je veux dire, les problèmes que l'on peut résoudre avec de l'argent sont les plus faciles. Ce sont les problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec de l'argent qui sont les plus difficiles. Récemment, je me suis impliqué dans quelque chose dirigé par Sam Nunn, l'ancien sénateur, appelé la Asterisk Nuclear Threat Initiative Asterisk. Sam Nunn est aussi bien informé que quiconque au monde sur le sujet des matières nucléaires et des talents nucléaires. Il travaille sur le problème des matières nucléaires qui pourraient devenir accessibles aux terroristes ou au gouvernement pour les imposer au reste de la société. Il y a de grandes quantités d'uranium et de moindres quantités de plutonium dispersées dans le monde, ainsi que de nombreux scientifiques russes au chômage. C'est quelque chose que Ted Turner a mis en place il y a quelques années et que Sam gère. Comme les actions d'AOL Time Warner, qui étaient utilisées pour le financer, ont beaucoup baissé, il manque d'argent. C'est donc une cause dans laquelle je suis impliqué. Ce n'est pas quelque chose qui a un attrait populaire. Vous ne pouvez pas envoyer quelque chose et amener des centaines de milliers de personnes à répondre, mais c'est le genre de choses que je pense que la Fondation devrait faire. Alors que le gouvernement envisage éventuellement d'éliminer la double imposition sur les dividendes, envisageriez-vous un jour de déclarer un dividende sur vos actions? Et quel type de processus décisionnel suivez-vous lorsque vous recherchez des dividendes? La question est, le gouvernement envisage d'éliminer la double imposition sur les dividendes. Est-ce que cela changerait notre attitude à Berkshire en matière de paiement de dividendes? Et quel genre de cadre de prise de décision avons-nous pour décider si nous versons ou non des dividendes? Berkshire, que j'ai repris en 1965, a payé 10 cents par action une seule fois, à la fin des années 60. Je ne m'en souviens pas très bien. Je l'ai bloqué de mon esprit. C'était le seul dividende que nous avons payé. La détermination est très simple en ce qui concerne les dividendes. Pouvons-nous conserver $1 ou $1 milliard, ou quel que soit le montant, de bénéfices et faire en sorte que ce dollar vaille plus qu'$1 en valeur actuelle immédiate, même s'il ne sera peut-être pas utilisé avant quelques années? En d'autres termes, est-ce que ce dollar vaut plus qu'$1 s'il est conservé dans l'entreprise, en oubliant complètement les impôts, en supposant une société totalement libre d'impôts sur les dividendes? Jusqu'à présent, la réponse à cette question a été oui. Nous avons conservé l'argent que nous avons gagné et nous avons créé plus d'$1 de valeur marchande pour chaque dollar que nous avons conservé. Tant que nous pouvons faire cela, c'est idiot de payer $1, même s'il n'est pas imposé, et de le mettre dans ma poche, où il ne vaut toujours qu'$1, si je peux créer plus d'$1 de valeur dans l'action. Nous le faisons donc depuis de nombreuses années. Cela ne veut pas dire que nous pouvons le faire éternellement, mais nous le faisons depuis de nombreuses années, et c'est le test. Vous trouverez cela expliqué au dos du rapport annuel de Berkshire Hathaway, que nous serons heureux d'envoyer à chacun d'entre vous. C'est aussi sur Internet. À la fin du rapport Berkshire, vous trouverez quelque chose qui ne figure dans aucun autre rapport à ma connaissance, les astérisques principes économiques de Berkshire Hathaway. Cela figure dans le rapport chaque année depuis au moins 20 ans, et ces principes ne changent pas. C'est pourquoi je suis prêt à les exposer. Si j'agis en contradiction avec ces principes, j'attends des propriétaires qu'ils me le fassent savoir.
Je considère les investisseurs de Berkshire comme mes partenaires. Je suis l'associé directeur. Ils ne peuvent pas faire grand-chose à mon sujet, car je possède tellement d'actions. Mais ils devraient savoir quel est le jeu quand ils nous rejoignent. Cela ne veut pas dire que tout le monde veut nous rejoindre, mais ils doivent connaître les règles. Tout comme si vous et moi démarrions un partenariat et que j'allais le diriger. Vous voudriez savoir comment nous allions mener nos affaires, quelles étaient mes pensées, quel était mon horizon temporel, si nous vendrions un jour, si je ferais des distributions, etc. Si ce principe couvre le point que vous avez soulevé. Je n'oublie pas si c'est le 3e ou le 4e principe, mais c'est expliqué là. Et je veux que les gens comprennent, je veux que nos propriétaires comprennent. Quand j'écris ma lettre annuelle aux actionnaires, ce qui me prend énormément de temps, je veux dire, c'est parfois pénible, mais c'est important parce que c'est la seule fois dans l'année où je parle à mes partenaires. Et quand j'ai commencé à écrire ces lettres, j'ai pensé mentalement à chère Doris et Bertie, parce que ce sont mes sœurs et elles ont tout leur argent dans Berkshire. Elles sont intelligentes, mais ce ne sont pas des experts en finance. Elles ne passent pas leur temps à étudier les marchés. Je veux leur parler comme à des personnes brillantes, qui ne connaissent pas nécessairement beaucoup de jargon financier, mais qui sont suffisamment intéressées pour lire attentivement parce qu'elles ont tout leur argent investi là-dedans. Je n'ai donc pas à m'inquiéter d'être bref ou de simplifier à l'excès. Si je parle de leur argent, j'ai probablement leur attention, et je les prends en considération jusqu'à la toute fin. Puis je m'adresse à Doris et Bertie, et par extension, à tous les actionnaires de Berkshire. Mais je veux leur dire exactement dans quoi elles sont impliquées. Je veux que ce soit comme si nos rôles étaient inversés. C'est toujours le test. Si Doris et Bertie dirigeaient l'entreprise et que je vivais à Carmel, en Californie, comme Bertie, que voudrais-je entendre d'elles, les gestionnaires? L'une des choses que je voudrais entendre, c'est exactement la question que vous avez posée. Quelle est votre attitude concernant la distribution de l'argent de l'entreprise? Parce que je peux prendre cette décision avec le conseil d'administration et elles ne le peuvent pas. Certaines directions retiennent l'argent qui appartient réellement à leurs propriétaires parce qu'elles aiment construire un empire. D'autres le font par peur ou pour d'autres raisons. Je pense que je le fais pour une raison rationnelle et je veux expliquer cette raison, mais je leur dis aussi comment me tester sur ce point parce que je pense que je devrais être testé. C'est une relation très importante qui s'est, à mon avis, détériorée au fil des années entre la direction et les propriétaires. Au cours des 10 dernières années, il y a eu un glissement, à mon avis, dans le comportement des PDG américains. Bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est très intéressant parce que ce ne sont pas des escrocs ou quoi que ce soit. Il y en a quelques-uns et ils ont reçu beaucoup de publicité ces derniers temps, mais la plupart se sont simplement comportés comme la plupart des humains. Ils ont en quelque sorte adopté le comportement de ceux qui les entourent. C'est pourquoi il est payant de passer du temps avec des gens meilleurs que vous. Si vous traînez avec des gens meilleurs que vous, vous deviendrez meilleur vous-même. Ma femme, par exemple, a cet effet sur les gens. Tout le monde se comporte mieux en sa présence, moi y compris. D'autres personnes, en revanche, peuvent vous tirer vers le bas. Quand j'étais dans la garde nationale et que nous allions au camp, en 1 heure environ, je lisais des bandes dessinées et presque tout le monde faisait de même. Le langage devenait grossier, tout dégringolait. Eh bien, ce qui est arrivé aux PDG américains dans les années 90, c'est que leur comportement, leur éthique situationnelle, a en quelque sorte fait baisser les normes comportementales. Comme Mae West l'a dit un jour à propos de sa carrière, « J'étais tellement pur, mais j'ai dérivé. » Et la direction américaine a dérivé dans une certaine mesure pendant cette période. Je pense qu'il est très important de comprendre cette relation. Les gens vous ont donné leur argent chez Berkshire Hathaway ou dans toute autre entreprise, et je suis, en fait, un administrateur pour eux. La question est qu'ils devraient, puisque je contrôle les lieux, connaître les règles. Donc, si vous allez sur notre site web, à la fin du rapport, il y a quelque chose qui s'appelle les astérisques principes économiques, et nous essayons de discuter de tout ce qui est important. Je leur dis que je vais les y mettre chaque année pour qu'ils puissent me demander des comptes.
Vous avez parlé un peu de la flexibilité de vos nombreuses entreprises. Et ce TRA, pourriez-vous développer un peu les qualités personnelles et professionnelles que vous recherchez chez les dirigeants que vous placez dans ces entreprises? La question concerne les qualités personnelles que nous recherchons chez les cadres que nous plaçons dans nos différentes entreprises. La première chose, c'est que nous ne les plaçons généralement pas. Ils viennent avec l'entreprise. Nous n'avons personne à placer, donc j'ai parfois le problème de remplacer un PDG si quelqu'un décède, mais la plupart de nos PDG sont déjà en place. Par exemple, Clayton Homes, que nous achetons, est dirigé par Kevin Clayton. Nous n'y mettrons personne. Il continuera à diriger comme avant. Mais en termes de qualité personnelle, lorsqu'un vendeur vient me voir avec une affaire, que ce soit Clayton ou l'un des autres, comme Ike Friedman chez Borsheim ou Miss B chez Nebraska Furniture Mart, la première question que je me pose est « Aiment-ils l'argent ou aiment-ils l'entreprise ?» Parce que je compte sur eux pour diriger l'entreprise, je dois décider s'ils sont motivés par la passion pour leur entreprise ou simplement par l'appât du gain. Il n'y a rien de mal à aimer l'argent. Je veux dire, ils aiment tous l'argent, mais ils doivent aimer le business. Ils doivent avoir une passion pour ça. Parce que si je leur donne beaucoup d'argent et qu'ils aiment l'argent mais pas le business, peu importe ce qu'ils me disent, dans 6 mois, ils seront partis. Vous savez, ils vont tout d'un coup se demander « Pourquoi est-ce que je me lève à 7 heures du matin juste pour envoyer beaucoup d'argent à Omaha ?» Ça ne marchera pas. Il faut donc qu'ils aiment le métier. Je veux des gens passionnés par le business. J'avais l'habitude de dire que j'avais un formulaire d'emploi d'une seule ligne, avec une seule question. Êtes-vous un fanatique? Si vous avez répondu oui, vous avez obtenu le poste, parce que je veux que quelqu'un soit fanatique de son entreprise. Vous voulez des gens qui aiment enseigner si vous êtes dans une salle de classe. S'ils n'ont pas la passion pour ça, ça ne marche pas très bien. Donc, si nos managers ont cette passion, et ils l'ont, mais tout le monde ne l'a pas. Ce n'est pas le cas des opérateurs financiers. Nous n'avons jamais racheté d'entreprise à un opérateur de LBO, un opérateur financier. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que votre chèque soit compensé, et ensuite ils sont partis. Cela ne fonctionnera pas si nous essayons d'acheter chez eux. Nous achetons donc auprès de ces gens qui aiment leur entreprise. Mon travail consiste juste à m'assurer que je ne gâche pas tout et que je ne crée pas des conditions qui les amènent à arrêter de l'aimer pour une raison quelconque. Parce qu'ils adorent leur entreprise. Moi seul peux tout gâcher. Ils se soucient d'être traités équitablement en matière de rémunération, mais ils ne la mesurent pas par rapport aux autres. Ils n'ont pas d'avocat avec qui négocier. Je n'ai aucun accord de rémunération avec aucun de CS managers qui ne puisse être résumé en un seul paragraphe. Dans d'autres entreprises, ils font venir un avocat et il y a 80 pages de contrat et ensuite ils finissent par aller en prison. Je ne traiterai pas avec quelqu'un qui pense de cette façon. Il y a un processus d'autosélection en ce qui concerne les personnes qui viennent chez nous. Il y a ce filtre invisible qui fait que les Clayton du monde, les Al Welchi du monde, les Ike Friedman du monde, les Miss B du monde viennent à nous. Lorsque j'ai conclu un accord avec Miss B en 1983, elle a reçu une autre offre, un peu plus élevée. Elle a simplement dit « Je m'en fiche ». Elle ne possédait que 20% de l'entreprise. Elle avait 4 enfants, chacun possédant 20%. Elle leur a dit « Je vends à Monsieur Buffett ». Elle m'a toujours appelé Monsieur Buffett jusqu'à l'âge de 104 ans. Quand j'allais dans le magasin, elle disait « Voici mon nouveau jeune petit ami ». Ce qui n'était pas souvent le cas, je peux vous l'assurer. Mais elle a construit cette entreprise. Elle est venue ici en 1921 ou 22. Elle a atterri à Seattle avec une étiquette autour du cou. Elle ne parlait pas un mot d'anglais. L'étiquette indiquait Fort Dodge, Iowa. Elle ne pouvait pas communiquer. La Croix-Rouge américaine l'a emmenée à Fort Dodge et pendant 2 ans, elle n'a eu aucune place parce que personne ne parlait russe ou yiddish. Elle a donc déménagé à Omaha pour être avec d'autres juifs russes avec qui elle pourrait au moins parler. Elle a appris l'anglais lorsque sa fille aînée, Frances, allait à l'école et rentrait à la maison le soir pour lui apprendre les mots. Elle a commencé à envoyer $50 à la fois en Russie pour faire venir ses frères et sœurs. Elle avait 7 frères et sœurs, ainsi que sa mère et son père. Après 16 ans, elle a fait venir toute la famille.
Elle a économisé 500 $ en 16 ans en vendant des vêtements usagés, peu importe. Et elle a lancé un projet de fabrication de meubles avec 500 $. Et c'est aujourd'hui le plus grand complexe d'ameublement au monde. Tout est venu de ces 500 $ et d'une femme très spéciale. Pouvez-vous imaginer construire quelque chose comme ça et le vendre à un opérateur financier qui va le revendre et essayer de le rendre public quelques années plus tard? Ça signifiait quelque chose pour elle. Elle voulait que ça continue comme ça à continuer. C'est le genre de personnes que nous voulons attirer. Ce n'est pas tant moi qui les sélectionne, mais eux qui choisissent Berkshire. C'est la clé. Franchement, nous sommes arrivés à une situation dans ce pays où les gens qui se soucient de leurs entreprises, des entreprises de bonne taille, n'ont pas d'autre choix que Berkshire. Nous les recevons, ils viennent vers nous. Une femme, Doris Christopher, est venue nous voir l'année dernière. Doris Christopher, en 1980. Elle avait 2 petites filles, vivait à Chicago, dans une maison probablement de 20 000 $. Elle et son mari travaillaient tous les deux. Elle cherchait quelque chose à faire pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Elle a pensé à la restauration, mais a décidé que cela l'éloignerait trop des enfants. Elle a donc décidé que ce qu'elle savait le mieux, c'était qu'elle avait été professeure d'éducation à domicile et qu'elle savait cuisiner. Elle connaissait la cuisine et ce qui était utile aux gens. Elle a donc emprunté 3 000 $ sur sa police d'assurance vie. C'est tout ce qu'elle avait. Elle est allée au Merchandise Mart à Chicago et a demandé « Quelle est la moindre quantité de tel ou tel ustensile ?» Un fabricant en vend généralement une douzaine. Elle les a ramenés à la maison. Puis elle a eu l'idée d'organiser des fêtes chez les gens. Elle s'est arrangée avec une femme de la banlieue de Chicago pour organiser la première fête. Elle a failli renoncer. Elle a commencé à conduire là-bas en pensant que ça allait être un échec, qu'elle renverserait tout et qu'il n'achèterait rien. Elle n'était pas très sûre d'elle, mais elle y est allée. Elle a vendu, je pense, pour 175 $ de marchandises ce soir-là. Elle m'a vendu son entreprise l'année dernière et cette entreprise a gagné 140 millions avant impôt sur cet investissement de 3 000 $. Cette femme était passionnée par son entreprise et comprenait ses clients. Elle aimait ses clients. Elle aimait les gens qui travaillaient avec elle. Elle a 67 000 associés. C'est ce qu'on appelle de Pampered Chef. Certains d'entre vous ont peut-être assisté à une soirée Pampered Chef et près d'une femme sur 10 aux États-Unis nous a acheté quelque chose l'année dernière. Malheureusement, je dois reconnaître qu'elle ne comprenait probablement pas très bien la comptabilité, mais elle comprenait ses clients et elle comprenait les gens. Elle aimait les gens. Je l'ai rencontrée une fois, mais quand elle a voulu vendre son entreprise, il n'y avait personne d'autre à qui vendre, selon elle. Elle est simplement venue à Omaha. Nous avons conclu un accord en quelques minutes et nous avons conclu un accord de rémunération qui nous a pris, vous savez, 15 secondes. Elle dirige l'entreprise. Je n'y suis jamais allé. Ils sont à Chicago. J'espère qu'ils sont toujours là. Nous avons payé beaucoup d'argent pour cela. Un jour, nous achèterons une entreprise et il y aura juste un type dans un placard quelque part qui dira « Je pense qu'elle en aura plus ce mois-ci. » Mais je n'y suis jamais allé. Je l'ai rencontrée, j'ai vu les résultats de ce qu'elle a fait et elle est amoureuse de son entreprise. Comment évaluez-vous une entreprise acquise par Berkshire ? La première chose que je dois décider lorsque quelqu'un m'appelle est de déterminer si cette entreprise se trouve dans mon cercle de compétences. Je ne sais pas comment valoriser Microsoft. Je ne sais pas comment valoriser Oracle. Si Larry Ellison ou Bill Gates m'appellent, je ne saurais pas comment évaluer leur entreprise. Je leur souhaiterais bonne chance et leur dirais « Je pense que ça vaut 2 fois plus que ce que vous pensez, mais je ne suis pas d'humeur à l'acheter aujourd'hui. » Je ne sais pas comment évaluer la biotechnologie ou d'autres secteurs complexes. Donc, ça doit être dans mon cercle de compétences. Mon cercle de compétences, ce sont les entreprises que je peux comprendre. Et quand je dis comprendre, je ne veux pas dire comprendre comment utiliser un ordinateur ou ne pas utiliser un ordinateur dans le sens d'une entreprise informatique. Je veux dire comprendre quelles sont les caractéristiques économiques de l'entreprise et à quoi ressemblera réellement l'entreprise dans 5, 10 ou 20 ans. Bill Gates vous dira que, s'il investissait, il achèterait Merck plutôt que Microsoft parce que c'est tellement plus facile de comprendre à quoi vont ressembler nos entreprises,
alors qu'il est dans une entreprise où vous allez vraiment devoir faire les choses différemment au fil du temps. Je sais donc que Wrigley's va rester le chewing-gum numéro 1 du pays. Je sais que Snickers sera la barre chocolatée numéro 1 du pays dans 10 ans. C'est la barre chocolatée numéro 1 depuis 40 ans. Il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour comprendre que lorsque les gens dépensent 50 cents pour quelque chose qu'ils se mettent dans la bouche, ils ne sont pas prêts à expérimenter. Nous essayons donc de regarder les entreprises que nous pouvons comprendre. Il y a 1 an et demi, j'ai reçu un appel d'un type dont je n'avais jamais entendu parler à Denver. Il s'appelle Craig Ponzio. Craig m'a appelé et je n'avais jamais entendu parler de lui. Il m'a dit « J'ai une entreprise cette année, ce genre d'entreprise, et je veux la vendre. Voici les raisons, c'est lié à la santé. » Même si je n'ai pas prêté beaucoup d'attention aux raisons, il a dit « C'est de loin la société leader dans le secteur des cadres photos personnalisés. » Et il a dit « Laissez-moi vous expliquer pourquoi elle possède ce que j'appelle un avantage concurrentiel durable. » Il a expliqué qu'il y avait 18 000 personnes qui encadrent des images aux États-Unis. Ce sont de petites opérations familiales. Chaque ville en a quelques-unes. Lincoln en aura une demi-douzaine, Alma en aura une douzaine, et ainsi de suite. Ils encadrent des photos. Si je veux faire encadrer une photo, je la confie à quelqu'un et je fais confiance à son jugement. La chose la plus importante pour moi, c'est d'avoir un beau cadre, et je veux qu'il soit prêt rapidement. Avec 18 000 personnes dans ce secteur et des millions de types de cadres photos, personne ne peut avoir un gros stock, car ils ne font pas beaucoup d'affaires. Ce n'est pas Walmart. Craig Ponzio est diplômé d'une petite école dans le Wisconsin. Il a travaillé dans une petite entreprise qui fabriquait des cadres et 5 ou 6 ans plus tard, il a acheté l'entreprise alors qu'elle générait 3 millions de dollars par an. Aujourd'hui, elle génère 300 millions de dollars par an et il domine totalement le secteur des cadres photos personnalisés. Pourquoi ? Parce qu'il a mis en place un système qui répond aux besoins des 18 000 encadreurs indépendants. Il a une force commerciale qui les visite 6 ou 8 fois par an et il dispose de 22 usines à travers le pays qui peuvent produire le cadre commandé par l'encadreur. Dans 85% des CAS, si la commande est passée avant 17 heures, elle est livrée le lendemain à 15 heures. Maintenant, pensez à cette couverture. C'est ce que veut le client. Il ne se soucie pas de savoir s'il paie 83 ou 88 dollars pour faire encadrer quelque chose. Ils veulent que ce soit fait rapidement. Et ces petits encadreurs indépendants, ces 18 000 personnes, veulent des clients satisfaits. Cela signifie une livraison rapide, une certitude, et tout ce qui va avec. Vous ne pourriez pas construire un système de distribution pour nous concurrencer. Essayez simplement de construire un système de distribution à partir de zéro qui nous enlèverait cette activité. Cela ne peut pas être fait. Craig m'a expliqué tout cela en 15 minutes environ. Je n'avais jamais pensé au secteur des cadres personnalisés, mais j'ai encadré des photos où j'ai demandé à des gens de les encadrer pour moi et j'ai compris le pouvoir de ce modèle. C'était un lundi. Je lui ai dit « Je pense que nous pouvons conclure un accord ». Il est venu mercredi. Il est arrivé à 9 heures et est parti à 10 heures et nous avions un accord. Chaque fois que j'achète une entreprise, je me demande « Si j'avais 1 milliard de dollars et que je voulais rivaliser avec ces gars-là, pourrais-je les faire tomber ? Si vous me donniez 1 milliard de dollars et que vous me disiez de déloger Snickers de la première place des barres chocolatées, je ne saurais pas comment faire. Si vous me disiez de faire en sorte que Wrigley's, Spearmint, Double Mint, Juicy Fruit, tout cela soit renversé de la liste des chewing-gums les plus vendus, je ne pourrais pas le faire. Mais si vous me donniez 1 milliard de dollars et me disiez de détruire tous les magasins de vêtements pour femmes de Lincoln, je pourrais en faire de la chair à saucisse très rapidement. Je n'aurais peut-être pas de très bonnes affaires moi-même, mais je pourrais les détruire. Le véritable test est de savoir si un idiot avec beaucoup d'argent peut détruire votre entreprise s'il décide de vous concurrencer. Nous essayons d'acheter des entreprises où, peu importe qui arrive, elles ont cet avantage concurrentiel durable. Ce sont les 3 mots qui comptent. Vous pourriez être en mesure de prendre cette décision concernant des entreprises pour lesquelles je ne peux pas le faire.
Elles doivent être assez simples pour moi. Mais nous achetons des choses comme Fruit of the Loom. Les gens vont-ils arrêter de porter des sous-vêtements? Qui sait? Mais nous vendons 44% de tous les sous-vêtements pour hommes et garçons qui passent par Walmart et toutes les chaînes de grande distribution. Nous avons les coûts les plus bas du marché. Fruit of the Loom est un nom qui existe depuis 1850 ou 60. Si vous pouvez acheter 3 paires de shorts chez nous, ou 6 paires, pour $5,50, alors personne ne les vendra moins cher. Pourquoi achèteriez-vous autre chose? Donc, nous en serons propriétaires, à moins que nous ne gâchions les choses d'une manière ou d'une autre. Nous avons là un slogan publicitaire très puissant. Nous couvrons les fesses des masses. On y arrive en quelque sorte, n'est-ce pas? Ouais, là-haut. Ouais. Pourriez-vous répéter cela un peu plus fort? Je pense que j'en ai saisi la majeure partie, mais réessayez. D'accord, je m'écarte des règles. Ne prenez pas les résultats annuels trop au sérieux. Concentrez-vous plutôt sur des moyennes sur 4 ou 5 ans. D'accord, oui, la question est que puisque je ne le fais pas, puisque je dis qu'1 ou 2 ans ne font pas beaucoup de différence en affaires, mais à plus long terme, oui, comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Eh bien, je pourrais probablement vous donner une réponse terriblement philosophique à ce sujet, mais la vérité est que je me lève tous les jours et je fais simplement ce que j'aime faire. Et, vous savez, je veux que les gens autour de moi vivent de bonnes expériences. Mais la vérité, c'est que je ne passe pas la plupart de mon temps à penser à ça. Je veux dire, je passe vraiment la plupart de mon temps à réfléchir à ce que je peux faire pour que Berkshire continue comme il l'a fait. Mais je vais vous expliquer comment appliquer cela. Et cela fonctionne raisonnablement bien, je pense, à Berkshire, parce que nous avons cette auto-sélection de personnes qui y rejoignent. Je veux dire, nous avons créé un environnement de travail où, en 38 ans, il ne reste plus personne pour le diriger. Donc, vous savez, je me sens bien à ce sujet, évidemment. Je suis satisfait des résultats des investisseurs. Vous savez, les délinquants et ces gens, en fait, je pense qu'un type pourrait écrire un livre sur ce qui s'est passé avec tout l'argent que toutes ces différentes personnes ont gagné dans le Berkshire. Mais je vais vous raconter le test à ce sujet, et c'est une question formidable, car lorsque vous aurez mon âge, vous ne mesurerez pas vos résultats par l'argent dont vous disposez. Je peux vous le garantir. De toute façon, vous vous en sortirez tous bien avec l'argent, je veux dire, pensez-y, 7 heures par jour, vous savez. Vous êtes dans un lit. Vous avez exactement le même matelas que moi. Si tu ne te le siffles pas au marché du meuble, alors on est sur une parodie. Je ne peux pas te surpasser en termes de plaisir de dormir. Vous pouvez l'égaler en achetant ce matelas qui nous vous donnerons un prix spécial. Je vais juste mentionner mon nom. On mange aux mêmes endroits, vous savez. Nous mangeons chez Dairy Queen, surtout si vous êtes dans ma situation, car nous en sommes propriétaires, mais nous mangeons chez McDonald's et Burger King. Et quand je pars d'ici, je m'arrête dans un fast-food. Nos expériences alimentaires sont donc les mêmes. Nous voyageons de la même manière. Je veux dire, j'avais une voiture vieille de 10 ans jusqu'à il y a environ 1 an. Vous savez, et ça ne fait aucune différence pour moi. Ils fonctionnent tous. Nous vivons dans un endroit chaud en hiver et frais en été, et nous regardons le Super Bowl sur un téléviseur grand écran. Vous le faites, je le fais. Vous savez, nous nous habillons plus ou moins de la même manière. Je veux dire, je paie plus cher mes vêtements, mais ils ont l'air bon marché quand je les enfile, donc nous sommes vraiment sur une parité, ouais. Donc, l'argent ne sera pas si grave. Tout le monde dans ce pays va, vous savez, qu'avec l'intelligence de ce groupe et l'énergie dont vous disposez, vous réussirez. Alors quelle est la différence? Qu'est-ce qui compte vraiment? Eh bien, je dirais que vous mesurerez, la santé est extrêmement importante, et c'est une question de chance. Je veux dire, vous savez, nous donc je ne le ferai pas, je ne veux pas, je ne lésine pas, je dis juste que vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce sujet. Mais vous mesurerez votre réussite dans la vie par le nombre et l'étendue des personnes que vous désirez à 70 ans, ou quel que soit leur âge. Vous la mesurerez par le nombre d'entre elles qui vous aiment vraiment, vous savez. À la fin, je veux dire, vous ne pouvez pas acheter l'amour. Je veux dire, ça ne marche pas. Vous pouvez acheter du sexe, vous pouvez acheter un dîner de témoignage, vous pouvez acheter votre nom sur des bâtiments.
vous pouvez faire toutes sortes de choses. Mais vous savez, la seule façon d'obtenir l'amour, c'est d'être aimable. C'est plutôt irritant en fait. Vous avez beaucoup d'argent. Ce serait plus amusant de simplement faire un chèque d'1 million de dollars. Vous savez, tout le monde m'aime désormais. Mais en fait, cela ne fonctionne pas ainsi. Ouais, le seul moyen c'est d'être aimable. Et vous savez, j'ai cet ami qui est sorti d'Auschwitz. Et au moins un membre de la famille y est mort. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est 60 ans plus tard. Vous savez, elle toujours, quand elle regarde les gens, elle est juive polonaise. Quand elle regarde les gens, la question qu'elle se pose pour déterminer à qui elle a vraiment confiance en tant qu'amie, la seule question dans son esprit est « Est-ce qu'il me cacherait ?» Maintenant, quand vous atteignez 70 ans, si beaucoup de gens veulent vous cacher, vous avez eu une vie réussie. Je connais des gens qui ont énormément d'argent. Personne ne se cacherait. Leurs propres enfants ne les cacheraient pas. Je veux dire, ils ne le feraient vraiment pas. Je veux dire, leurs associés ne le feraient pas, ni n'importe qui d'autre. En fin de compte, vous savez, eux, ils n'ont le respect de personne. Ils ont peut-être retenu leur attention grâce à l'argent ou quelque chose du genre. Mais eux, personne ne les aime. Et mon ami Tom Murphy à Camp City Stevie, je veux dire, des dizaines de personnes cacheraient Murph, vous savez. Toutes sortes de gens cacheraient ma femme, vous savez. Ben Graham, beaucoup de gens le cacheraient. Mon père, il aurait eu un numéro. Et puis, comme je l'ai dit, je peux vous dire que, vous savez, tout le monde peut lui rendre hommage, et les enfants peuvent le supporter et espérer qu'ils ne changeront pas leur testament ou quelque chose comme ça, mais la vérité est que personne ne le cacherait. Et si beaucoup de gens veulent vous cacher, quand vous aurez 70 ans, vous aurez une vie très réussie. D'accord, juste devant. Quels sont les objectifs personnels et professionnels que vous vous êtes fixés et lesquels avez-vous atteints et lesquels poursuivez-vous encore? Juste en termes d'objectifs personnels ou simplement d'objectifs que vous vous êtes fixés pour votre vie et que vous avez accomplis? Ouais, eh bien, je le ferai. Vous savez, la vérité est que mon objectif principal était à Berkshire. Je veux dire, il serait peut-être plus admirable de dire que je nourrissais les pauvres ou quelque part en Inde, mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, ça a été le centre de ma vie la plupart du temps. Je pense que cet argent sera utilisé plus tard à de très bonnes fins. Je n'en utilise pas vraiment moi-même, mais en fait, quelqu'un d'autre allait s'en charger en grande partie et j'ai choisi de bonnes personnes pour le faire. Mais, vous savez, j'ai 3 enfants dont je suis extrêmement fier. Et eux, ils s'apprécient. Ils comprennent, vous savez, ils font des choses ensemble. Ils fonctionnent, vous savez. La cellule familiale fonctionne extrêmement bien, mais ma femme en a 99,9% du crédit pour cela. Je veux dire, si tu n'as pas bien réussi sous ces ordres, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez toi. Et c'est une vie très amusante, mais ça l'est. Je fais ce que j'aime faire. Je joue beaucoup au bridge sur Internet parce que j'aime faire ça. Plus que toute autre chose, je lisais beaucoup plus. Je lis beaucoup, mais avant, je lisais tout le temps. Maintenant, je passe 12 heures par semaine sur Internet à jouer au bridge. Et vous savez, c'est génial. Je parlerai au Microsoft Summit ici dans environ 1 mois. Et je le dis à ce groupe. Et il y a tous ces types d'Internet très puissants. Et je leur dis, regardez, vous savez, vous êtes tous des échecs. Parce que me voilà. J'ai toutes sortes d'argent. Vous savez, je m'amuse avec Internet depuis 10 ou 12 ans. J'y consacre 12 ou 14 heures par semaine. Surtout du bridge, mais je fais, vous savez, des recherches sur Google et j'écris un discours. Je recherche toutes sortes d'informations à ce sujet. Vous savez, j'ai lu le New York Times, le Wall Street Journal, à 22 heures la veille, toutes ces choses. Et vous recevez exactement 120 $ par an de ma part, vous savez. Je veux dire, c'est un échec. Ils n'ont pas trouvé comment me soutirer de l'argent. Et j'ai donné cette conférence l'année dernière, et cette année, je vais y retourner et dire « Vous n'avez fait aucun progrès, vous savez. C'est 120 $ l'année dernière, c'est 120 $ cette année. Et entre les deux, j'ai eu 600 heures de plaisir et appris toutes sortes de choses. Donc, j'apprécie ça plus que quiconque. Quand j'étais jeune,
je pensais avoir beaucoup d'argent. Je ne le sais pas. Une équipe sportive professionnelle et je joue au golf tout le temps. J'ai peut-être mon propre parcours de golf privé, toutes sortes de choses. Ça ne veut rien dire pour moi, vous savez. Moi, j'ai quelque chose où 365 jours par an, tout va bien. Je travaille avec des gens formidables. Il y en avait un ici aujourd'hui qui est venu avec moi et m'a fait descendre. Et je peux sélectionner les personnes avec qui je travaille. C'est un luxe immense, immense. Je veux dire, littéralement, pensez simplement que si vous deviez travailler pour un patron, vous ne pourriez pas supporter, vous savez, ou travailler avec des gens qui vous font retourner l'estomac. Voilà, je veux dire, ce serait misérable. Donc, le luxe ultime, vraiment, c'est de faire chaque jour quelque chose que vous aimez faire avec des gens avec qui vous aimez le faire. Et j'ai ça. Et par accident, dans une certaine mesure, je dis, si vous acceptez un travail juste pour gagner beaucoup d'argent et que cela vous fait mal au ventre, vous savez, et que vous rentrez chez vous le soir et donnez un coup de pied au chien et tout, ce genre de choses, vous savez, c'est un peu comme se marier pour de l'argent, vous savez, c'est probablement une mauvaise idée quelles que soient les circonstances. Mais si tu es déjà riche, c'est fou, non? Je veux dire, si je me marie pour de l'argent, je veux dire, je me ferai examiner la tête. Et qu'est-ce que ça va faire? Vous savez, et donc vous savez, et nous avons de la chance dans ce pays. Je veux dire, nous avons gagné ce que j'appelle la loterie des ovaires lorsque nous sommes nés dans ce pays. Vous savez, c'était 4 fois où, probablement, vous seriez né en Chine, tout aussi probablement vous seriez né au Bangladesh. Vous savez, vous êtes né dans la plus grande société du monde, alors profitez-en et passez un bon moment. Voyons qui a eu, oh, d'accord, là-haut. Vous êtes tous les deux côte à côte, vous pouvez vous battre. Eh bien oui, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je reste à Omaha? Eh bien, j'adore ça. Et vous savez, mon grand-père est allé à Central High. Mon père y est allé, ma femme y est allée, mes enfants y sont allés et maintenant mes petits-enfants y sont. Alors oui, mes petits-enfants disent qu'ils ont le même professeur que mon grand-père. Mais il y a une continuité, il y a des amis, il y a toutes sortes de choses. Je veux dire, il n'y a aucun inconvénient à être normal. Je veux dire, j'aime New York quand j'y suis. J'ai une maison en Californie, vous savez, et je me déplace un peu, mais je ne peux rien imaginer de mieux. Je veux dire, vous savez qu'est-ce qu'il n'a pas? J'ai une maison, je n'ai jamais vendu de maison de ma vie. Moi, j'ai une maison. J'ai emménagé dans un 8 de 1950. Je suis là. Quoi? Depuis 45 ans environ. Je suis à 5 minutes du bureau. J'ai emménagé au bureau en 1962. J'y suis depuis 41 ans. On vient juste d'arriver, alors on a pris on prend un étage entier. Il nous a fallu 41 ans pour pouvoir utiliser un étage entier. Un peu décourageant. Mais là me voilà, à 5 minutes du coup d'envoi. Tout est facile et tout fonctionne. Je connais tout, vous savez, j'ai connu les médecins toute ma vie. J'ai connu tout le monde, je me sens connecté. Ma tante enseignait dans le système scolaire public à Omaha. J'ai nommé une universitaire, le prix que je donne en son honneur. Mais je veux dire, tout cela signifie quelque chose. Et j'ai vécu à New York pendant quelques années. J'ai vécu à Washington, D.C. pendant quelques années. Je n'ai jamais ressenti ce genre de connexion du tout. Il n'y a donc absolument aucun inconvénient. Vous savez, je reçois les mêmes informations en fait avec Internet et Bloomberg et tout ça. Je sais qu'on peut obtenir n'importe quelle information plus rapidement que moi. Et il n'y a aucun inconvénient. Et je pense que cela a été un environnement formidable dans lequel mes enfants ont grandi. Je veux dire, mes enfants ont grandi dans un quartier parfaitement normal. Je veux dire, pas de clôture autour. Non, pas de ghetto doré ou quoi que ce soit du genre. Ils sont allés dans une école publique intégrée. L'école comptait probablement entre 20 et 30% d'élèves noirs pendant 75 ans. Ils ont d'excellents professeurs. Je veux dire, je pense que une partie de l'éducation est une expérience de vie totale. Et je pense que c'est génial que nous ayons un système scolaire public à Omaha. Si je vivais à Washington, à Los Angeles ou à New York, je devrais envoyer mes enfants dans une école privée. Je ne voudrais pas faire ça.
Je le ferai parce que je ne l'enverrai pas dans une école très inférieure juste pour prouver quelque chose. Mais ce qui est bien, c'est que je n'ai plus eu à faire ce choix. J'ai des écoles publiques chics, du même genre que celles que j'ai fréquentées. Vous savez, il y a 50 ou 60 ans. Et ils tirent davantage de cette expérience, à mon avis. Ils ont une vision plus équilibrée de la vie grâce à cette expérience que, vous savez, si je les envoyais dans une école privée. En fait, j'étais avec, la semaine dernière, il y avait 6 couples. Bill et Melinda Gates ont arrangé ça et ils avaient alors le directeur d'une école privée. C'est à Seattle que la facture a été envoyée et c'est une école chic. Mais, vous savez, si j'ai déduit du système scolaire public que vous prenez la décision consciente de blesser votre enfant si vous ne l'envoyez pas dans une école privée, si vous en avez les moyens, vous savez, et c'est pourquoi C.S. Jean le font. Et je ne lui en veux pas. Je veux dire, je ferai la même chose. Mais ce qui est bien, c'est que depuis le début, j'en suis sûr, Lincoln aussi. Et dans tout le Nebraska, nous avons conservé un bon système scolaire public. Franchement, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes en Amérique, parce que c'est l'une des choses qui ont fait de l'Amérique ce qu'elle est, pensez-y. 1776, 3 millions de personnes en Amérique, 300 millions de personnes en Chine, et 100 fois plus de monde. Ils avaient le même QI que nous. Vous savez, ils avaient les mêmes capacités physiques et tout. Ce genre de choses. Ils avaient une culture qui remontait très loin. Ils possédaient beaucoup de ressources naturelles dont nous ignorions l'existence à l'époque, parce que nous n'avions pas de pétrole, et eux n'en avaient pas, mais nous avions tous les deux du pétrole à la fin. Le charbon, toutes ces choses, vous savez. Des établissements d'enseignement qui surpassaient de loin les nôtres à l'époque. Et maintenant, vous savez, 230 ans plus tard, nous nous retrouvons avec, je ne sais pas, 36 ou 37% du PIB mondial provenant de ces 3 millions de personnes. Quelque chose dans le système fonctionne vraiment. Je pense que l'une des choses qui fonctionne, c'est que nous nous rapprochons de l'égalité des chances, que n'importe quel grand pays du monde. Mais l'une des clés de l'égalité des chances réside dans un bon système scolaire public. S'il y a un système scolaire public pour les riches et un autre pour les pauvres, il n'y a pas d'égalité des chances. Et c'est donc vraiment l'une des choses les plus importantes sur ma liste. Et quand on m'a demandé ce qu'on pouvait faire avec l'argent, je pense que tout ce qui crée l'égalité des chances dès le départ, je parle de l'âge de 5 ans. Et en fait, ma fille travaille sur quelque chose qui remonte à avant ça. Mais tout ce qui crée l'égalité des chances est ce qui va maintenir, vous savez, l'Amérique. Mais le type d'Amérique que nous avons aujourd'hui est vital, et il n'y a rien de plus important que cela que d'avoir un système scolaire public de premier ordre. Et malheureusement, c'est dans cette communauté qu'ils l'ont perdu. Ne le récupérez pas. Je dis qu'un exceptionnel